12 entreprises africaines ne seront plus éligibles au marché et au financement de la Banque africaine de développement BAD. C'est le résultat des procédures de sanctions que la banque a lancées contre de nombreuses entreprises impliquées dans des activités frauduleuses. La plupart de ces entreprises sanctionnées ont été reconnues coupables d'avoir enfreint aux normes d'éthique et juridiques dans les domaines de passation de marché, de la mise en œuvre de projets et des pratiques de gouvernance. Entre 2023 et 2024, 12 entreprises africaines ont été sanctionnées pour diverses formes de mauvaise conduite, notamment la fraude et la corruption dans les projets financés par la banque. Selon la Banque africaine de développement, son rôle ne se limite pas seulement à approuver et à décaisser des fonds, mais aussi à veiller à ce que ces fonds soient utilisés aux fins prévues. La BAD déclare qu'elle impose des sanctions aux entités impliquées dans des pratiques coercitives, collusoires, corrompues, frauduleuses ou obstructives. Les entreprises sanctionnées sont enregistrées dans divers pays africains et sont exclues du marché de la BAD pour des périodes allant de 12 à 36 mois. Parmi elles, 3 entreprises kenyanes et 2 entreprises nigérianes. Par ailleurs, depuis 2023, la BAD a lancé une campagne pour faire connaître sa politique de dénonciation. Elle comprend la mise en place de bureaux d'information, de distribution de matériel pédagogique, de fourniture des fiches d'information et de la foire aux questions. Pour une nouvelle facilité élargie de crédit FEC, le Fonds monétaire international FMI approuve le décaissement de 58 millions de dollars au profit du Togo. L'objectif est de renforcer la résilience économique du pays. Aussi, cette facilité élargie du crédit du FMI vise à rétablir la stabilité et la viabilité macroéconomique du Togo tout en favorisant une croissance durable et surtout la réduction de la pauvreté. Rappelons que les 58 millions de dollars que le pays bénéficie sont destinés au soutien budgétaire et s'inscrivent dans un accord de 42 mois conclu en mars dernier. Il s'agit en effet du décaissement d'une deuxième tranche au titre de la FEC. Par ailleurs, le FMI a fait des recommandations à l'endroit du Togo, notamment l'organisation des marchés publics dans un cadre juridique clair et transparent. Concernant le secteur financier, l'institution recommande la poursuite des réformes structurelles. Véritable épidémie silencieuse et pourtant très meurtrière, le diabète tue plus que le sida, la tuberculose et la malaria réunis selon les experts de la santé. Au Togo, les statistiques sur cette maladie sont alarmantes puisque la prévalence est de 4,9%, soit plus de 400 000 personnes. Plus alarmant encore, environ 70% des personnes diabétiques ignorent leur statut. Malheureusement, cette ignorance favorise l'apparition des complications graves chez certains patients. Le diabète est aussi à l'origine de nombreux cas d'amputation des membres et constitue la deuxième cause de mise en dialyse pour insuffisance rénale dans le pays. Face à la situation, il urge de renforcer les efforts de dépistage et d'accès aux soins et surtout de sensibilisation. Pour rappel, le diabète est une maladie qui se caractérise par la présence trop importante de glucose dans le sang. La rupture, comme il l'avait promis lors de sa nomination 9 mois plus tôt. Devant une Assemblée nationale comble ce vendredi matin, Ousmane Sonko donne le ton en présentant les grandes lignes de sa politique pour les années à venir. Parmi ses premières mesures, l'abrogation de la loi d'amnistie votée sous l'ex-président Macky Sall. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Le gouvernement avait déjà promis de faire toute la lumière sur ces événements qui ont fait des dizaines de morts entre 2021 et 2024 sous le gouvernement précédent. Le Premier ministre souhaite également mettre en œuvre le principe de réciprocité de délivrance des visas aux ressortissants de certains pays, mais aussi la fermeture de toutes les bases militaires étrangères au Sénégal. Une mesure évoquée à plusieurs reprises par le président Bassirou Diomaye Faye et applaudie par l'ensemble de l'hémicycle. Les députés de la majorité sont satisfaits.
l'État en tant que tel a besoin d'un souffle nouveau. Ce souffle-là que le projet de PASTEF à travers le Premier ministre et le Président de la République vont insuffler à ce pays qui en a tant besoin pour un Sénégal juste. Dans son discours, Ousmane Sonko a mis l'accent sur l'économie et le financement de son programme qui s'accompagnerait d'une réforme des impôts, un audit des niches fiscales, mais aussi un meilleur encadrement des investissements publics dans tous les projets. Des mesures qui ont du mal à convaincre l'opposition. C'est un catalogue de mesures qui ont déjà été essayées et réessayées à plusieurs reprises. La situation est difficile. Il faut dire aux gens qu'elle est difficile et il faut prendre des mesures hardies. Lors de sa prise de fonction, Ousmane Sonko avait indiqué avoir trouvé les comptes du Sénégal dans un état catastrophique. Avec son programme, il espère baisser le déficit budgétaire à 3% contre 10% actuellement et sortir le pays de ce qu'il a qualifié de cercle vicieux de la dépendance et du sous-développement. En RDC, Joseph Kabila et Moïse Katumbi s'unissent contre Félix Tshisekedi. Ces chefs de file de la scène politique congolaise, autrefois ennemis jurés, ont désormais un ennemi commun, le président et son désir de changer la constitution, un changement qu'ils jugent illégal et dangereux. Réunis jeudi à Addis Abeba en Éthiopie, le leader du parti politique Ensemble pour la République et l'ancien président de la RDC ont rejeté en bloc l'idée d'une réforme constitutionnelle. Et dans le même temps ont invité la population à résister activement face à cette démarche visant, selon eux, à instaurer une présidence à vie ou à consolider un régime autoritaire en RDC. Ces dernières semaines, l'opposition s'est unie contre ce qu'elle qualifie de coup d'État constitutionnel et promet d'appeler à des manifestations. Des milliers de réfugiés sud-soudanais qui avaient fui les violences à Tambora commencent à rentrer chez eux après plusieurs semaines de déplacement. Ces retours se font cependant dans des zones encore dévastées où la violence a laissé des traces profondes. Zéphérina, une déplacée de la région d'Akpa, raconte les événements qui ont contraint sa communauté à fuir. Elle décrit les destructions, la peur et l'incapacité de se déplacer. La guerre nous a poussés à partir. Nous sommes ici dans la brousse depuis environ 2 semaines. De nombreuses personnes sont mortes dans notre village d'Akpa. L'hôpital de notre région a été vandalisé. Nos dirigeants locaux ont quitté la région, alors nous aussi. Nous ne connaissons pas les hommes armés qui tuent notre peuple. Nous ne pouvons pas nous déplacer parce que nous n'avons aucun moyen de transport pour emmener nos enfants dans des zones plus sûres. C'est difficile pour nous. Nous faisons actuellement de notre mieux du côté de l'UNMISS pour surveiller la situation, effectuer des patrouilles dans la zone et garder la zone sous contrôle. L'ONU a intensifié ses efforts pour stabiliser la zone. De plus, dans l'état du Bahr el Ghazal du Nord, des partis politiques et des organisations de la société civile ont convenu d'un plan d'action pour organiser des élections libres et équitables en 2026. L'ONU a approuvé le 27 décembre la création d'une nouvelle force de l'Union africaine en Somalie. Cette mission baptisée AUSOM remplacera la mission ATMIS. Son objectif principal est de soutenir les forces somaliennes dans leur lutte contre Al-Shabaab et Daesh, tout en facilitant le transfert des responsabilités de sécurité aux forces somaliennes. Juan Ramón de la Fuente, secrétaire d'État aux Affaires étrangères de l'Union africaine, a souligné que la mission AUSOM inclura plus de 12 600 personnels en uniforme, avec un déploiement jusqu'au 30 juin 2025. Des dizaines de familles de Syriens disparus se sont réunies vendredi à la gare d'Al-Hijaz à Damas pour exiger des réponses sur le sort de leurs proches. Cette mobilisation intervient près de 3 semaines après la libération de plusieurs détenus des prisons syriennes par les rebelles.
La recherche de nos proches reste inachevée et elle ne s'arrêtera pas tant que nous n'aurons pas obtenu toute la vérité sur ce qui leur est arrivé. Nous exigeons de connaître chaque détail, qui est responsable de leur détention, qui les a torturés, si malheureusement ils ont été tués, qui a commis cet acte et où ont-ils été enterrés. Rien de moins que la vérité ne saurait nous satisfaire. En 2023, les Nations Unies ont mis en place un organisme indépendant pour enquêter sur le sort de plus de 130 000 personnes portées disparues dans le conflit syrien. J'ai vu de mes propres yeux comment ils torturaient des jeunes gens, les enfermaient dans des cages et les soumettaient à des traitements inhumains. Mon fils était parmi eux et puis il a disparu. Aujourd'hui, j'en appelle au monde entier pour nous aider à savoir où sont nos fils. Selon des ONG de défense des droits de l'homme, les prisons syriennes sous Bachar al-Assad étaient tristement célèbres pour leurs conditions de détention extrêmement dures. Des rapports font état d'exécutions secrètes menées dans plus de 2 douzaines de ces centres. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a condamné jeudi l'escalade des tensions entre les rebelles houthis au Yémen et Israël, après des frappes israéliennes ayant visé l'aéroport de Sanaa, une centrale électrique et des ports de la mer Rouge. Le secrétaire général condamne les affrontements entre le Yémen et Israël. Les frappes aériennes auraient fait de nombreuses victimes, dont au moins 3 personnes tuées et des dizaines d'autres blessés. Un membre de l'équipage du service aérien humanitaire des Nations Unies a également été blessé lorsque l'aéroport a été touché. Une délégation de haut niveau de l'ONU dirigée par le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, le Dr Tedros, se trouvait à l'aéroport au moment des frappes. 6 personnes ont péri au Yémen, dont 4 à l'aéroport de Sanaa d'après les Houthis. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, était à l'aéroport de Sanaa au moment des bombardements. Il a fait savoir sur X qu'il était sain et sauf. Le secrétaire général reste profondément préoccupé par le risque d'une nouvelle escalade dans la région et réitère son appel à toutes les parties concernées pour qu'elles cessent toute action militaire et fassent preuve de la plus grande retenue. Il a également averti que les frappes aériennes sur les ports de la mer Rouge et l'aéroport de Sanaa font peser de graves risques sur les opérations humanitaires alors que des millions de personnes ont besoin d'une aide vitale. L'escalade des hostilités dans la région continue de saper les efforts de médiation menés par l'envoyé spécial Hans Grunberg pour parvenir à une solution politique négociée au conflit au Yémen. Le vice-ministre des Transports dans l'administration rebelle, Faisal Es-Sayani, a précisé dans une conférence de presse que les vols avaient repris ce vendredi à 10 h à l'aéroport de Sanaa.